Il me revient le très grand plaisir de présenter Vicky Vlachou et au-delà, et avant de la présenter, d'expliquer aussi, entre autres, pourquoi elle est là. Ce fait qu'en 1900, donc fait assez longtemps, la Belgique conclut avec la France un traité d'État qui fera que désormais des membres scientifiques ou même architectes belges pourront séjourner dans cette prestigieuse institution qu'est l'École française d'Athènes. C'est une institution tournée vers les études helléniques, archéologie, philologie, littérature, etc., qui était créée en 1846 et qui, porte les couleurs de l'hellénisme. Et donc, depuis 1900, il y a un certain nombre d'hellénistes, même un nombre certain d'hellénistes qui sont passés par cette prestigieuse institution. Un mécanisme qui a connu les aléas du système institutionnel belge et qui, très récemment, il y a juste quelques années, a été confié à l'Académie royale de Belgique. Et depuis lors, ça fonctionne très bien. En effet, selon un mécanisme un peu parallèle à ce qui se passe pour les membres français, qui relève en partie, en tout cas, de l'Institut de France et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, eh bien, notre académie gère la sélection et le suivi, la gestion du membre scientifique envoyé par la Belgique auprès de l'École française d'Athènes. Et Vicky Vlachou est l'actuel membre scientifique envoyé par la Belgique à l'École française d'Athènes. Alors, c'est un retour pour Vicky Vlachou, puisqu'elle a fait ses études à l'Université d'Athènes, elle a soutenu sa thèse sur Oropos géométrique, sous la direction de Notakourou, qui était professeur à l'époque à l'Université d'Athènes. Elle a fait des séjours divers et variés, déjà à l'époque à l'École française d'Athènes avec des bourses, mais aussi en Suisse, à Paris. Et puis, avec une bourse européenne du FSE, elle est venue travailler à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, au Créa Patrimoine, sous la direction d'Athéna Tsigarida. Et elle s'y est bien plu, et en tout cas, l'université d'abord et le FNRS ensuite ont apprécié son dossier, puisqu'elle a eu une autre bourse de l'université, et puis elle a été chargée de recherche auprès du Fonds national belge de la recherche scientifique, le FNRS. C'est une spécialiste du protogéométrique et du géométrique, et elle a, après sa thèse, soutenu pour travailler à Athènes un projet dont elle va parler, sur les productions artisanales, bien sûr la céramique, mais aussi le textile, qui est extrêmement important et beaucoup moins étudié. Donc c'est un point extrêmement important, à la fois dans les zones sacrées, dans les sanctuaires, et dans les zones plus politiques, en dehors des sanctuaires et dans la cité. Alors elle a sous presse, on espère qu'il va voir très vite le jour, un volume sur la céramique, toujours géométrique de marathon, aussi un CVA qui est, alors je le précise puisque le CVA est publié sous l'égide de l'Union académique internationale, qui a son siège ici à Bruxelles, à l'Académie royale de Belgique, sur les vases protogéométriques et géométriques du Musée national d'Athènes, en collaboration avec Anastasia Gadolou, et Vicky Vlachou, dernier élément, quittera l'École française d'Athènes dans quelques mois, mais pour occuper une chaire d'archéologie
de l'âge du fer, Iron Age, à la prestigieuse université de Thessalonique. Donc nous avons la future titulaire de la chaire d'archéologie de l'âge du fer à l'université de Thessalonique ce soir. Elle est aussi l'éditrice d'un volume sur la céramique, les ateliers géométriques. Elle est aussi la co-éditrice, encore avec Anastasia Agadolou, d'un volume d'hommage à sa maître, Lotakuru. Et donc, voilà tout, en quelques mots, le parcours de Vicky Vlachou, qui s'est beaucoup intéressée, peut-être que ça fera aussi l'objet de quelques-uns de ses propos aujourd'hui, qui s'est beaucoup intéressée à la mobilité des artisans. C'était notamment l'un des aspects du colloque qu'elle a publié, dont je parlais à l'instant. C'était POTS, Workshops, Mobility, quelque chose comme ça, publié dans la série d'archéologie du Créa Patrimoine. Mais Vicky Vlachou est aussi, et c'est fondamental, une archéologue de terrain. Elle a fouillé à Oropos, bien sûr, mais aussi très longuement, et elle continue évidemment cette fouille à Axomburgo, sur l'île de Tinos, dont elle va parler aujourd'hui, mais je ne voudrais quand même pas achever ma présentation sans avoir souligné qu'elle travaille aussi avec une équipe belge sur le site d'Itanos en Crète, qui est l'un des sites fouillés sous l'égide de l'école belge, cette fois-ci d'Athènes. Voilà, je suis très heureux donc de lui céder la parole, de la féliciter publiquement pour l'obtention de sa chaire d'archéologie à l'université de Thessalonique. Je pense que ceci montre qu'elle a porté haut les couleurs de l'école française, mais aussi de l'Académie royale de Belgique à travers son poste scientifique durant 3 ans. Vicky, tu as la parole. Merci beaucoup pour l'introduction. Je suis vraiment très très contente de rentrer à Bruxelles 2 ans et demi, une pandémie après, plus tard. Je suis arrivée la première fois en 2012 pour un projet de recherche en collaboration avec Athena Tsingalida. Et je suis restée presque 9 ans avant de repartir pour Athènes comme membre belge à l'école française d'Athènes. Je remercie l'Académie royale de Belgique pour le soutien à ma recherche et aussi son secrétaire perpétuel, professeur Didier Vivier, pour tous l'aide et les supports pour continuer la recherche sur Tinos et aussi sur un marathon et d'autres projets que j'ai en cours. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les projets que je mène en ce moment à l'école française d'Athènes. C'est un projet qui a commencé en 2019 et ça finit ce septembre 2022, alors 3 ans, la plupart pendant la pandémie. Alors j'ai pas eu l'opportunité de travailler vraiment sur le sentier beaucoup, mais on a vraiment avancé sur l'étude de matériel et c'est ça que je veux vous présenter aujourd'hui. Alors, la cité grecque, Polis, englobait différents lieux publics où se déroulait la vie politique, économique et sociale et les espaces d'habitation de la vie privée. À chaque espace correspondait une fonction principale, même si différentes activités pouvaient y prendre place. Les sanctuaires permettait aux individus les contacts avec les dieux et facilitait l'interaction sociale et politique. Dans les nécropoles, les familles célébraient les ancêtres défunts, tout en accomplissant les gestes et les rites destinés à être vus des vivants dans une forme de représentation sociale.
Une telle prise en compte des fonctions multiples des espaces publics plutôt liés aux grands centres urbains comme Athènes, où les données archéologiques, épigraphiques et les sources littéraires sont stimulées les discours sur la vie sociale, politique et religieuse. Dans d'autres cas, notre connaissance de la répartition des activités dans les zones et les espaces d'une cité repose principalement aux données archéologiques et à leur interprétation. Ainsi, l'analyse des vestiges archéologiques, à la fois impressionnante ou beaucoup plus modeste, offre une vue dans la vie quotidienne, publique ou privée, des cités grecques. Dans ce cadre général, mon intérêt porte sur les productions artisanales cycladiques et la manière dont elles étaient utilisées dans le contexte d'une cité insulaire et donc d'une échelle beaucoup plus réduite que les villes plus fréquemment traitées dans la littérature antique, comme Athènes, comme Corinthe, Sparte, pendant l'époque archaïque et classique, c'est-à-dire à partir du VIe jusqu'à la fin du IVe siècle. Je vous propose alors de visiter le cas de Tinos, un petit île de l'archipel grec pour lequel la littérature antique ne nous donne pas beaucoup d'informations. Comme point de repère serviront les outils en terre cuite liés à la production textile et la céramique culinaire utilisée pour la préparation et la consommation de nourriture et de boissons. Ces deux catégories de la culture matérielle et des caractères plutôt modestes apparaissent dans tous les contextes fouillés, domestiques, publics, sacrés, et aussi sont liées non seulement aux activités quotidiennes des communautés installées sur l'île, mais également aux expressions rituelles et religieuses des communautés installées sur l'île. Tinos appartient au groupe des Cyclades, placé entre Anthros, Syros, Mykonos, Rhénée et peu près du centre religieux des Ioniennes, les Dylos. La recherche archéologique sur les espaces publics et sacrés à Tinos a initié au début du XXe siècle par les archéologues belges Humbert de Moulin en 1902 et 1903 et Paul Grindor en 1905 et 1909, membres belges de l'école française d'Athènes, qui ont identifié les sanctuaires de Poséidon et Amphitrite situés à proximité de la côte sur les sites modernes de Kionia. Je mets ici la carte. Alors on va plutôt concentrer aujourd'hui sur les sites de Kionia, où c'est les sanctuaires de Poséidon et Amphitrite, sur Xoburgo, qu'on va parler de ça ensuite, et de la cité moderne de Tinos, qu'on connaît par les sources comme Polis. Alors, ce sont les trois centres que se concentre aujourd'hui. Les sanctuaires est le seul site téniote cité par Strabon dans son 10e livre comme un spectacle qui mérite d'être vu. Le travail des archéologues belges fut ponctuel et aucune étude d'ensemble n'est jamais parue. C'est seulement pendant les années 1970 et les fouilles de l'école française d'Athènes, sous la direction de Roland Etienne, qu'une partie du sanctuaire fut fouillée et ensuite publiée. Et je pris ces plans du sanctuaire et les images de la publication de Roland Etienne. Nombreuses inscriptions trouvées dans les sanctuaires de Kionia et dans les zones occupées aujourd'hui par les installations modernes nous informent sur l'organisation de la cité de Tinos à partir du 4e jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e après, connu comme Polis ou Polis dans les sources. En ce qui concerne les périodes d'occupation plus anciennes de l'île, qui sont pertinentes pour notre discussion aujourd'hui, ce sont les fouilles de l'Université d'Athènes sous la direction de Notakourou, à Luxembourg, qui ont mis à jour des traces d'habitation, des tombes et lieux de culte. Au bord de pitons granitiques, l'occupation se poursuit pendant toute la période entre le 11e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce site, à quelques distances de la mer, qui était naturellement bien protégé, également fortifié, devrait être le plus important site dans la partie méridionale de l'île.
D'après Roland Etienne et Notakuru, la population d'Exoburgo a quitté cet emplacement vers la fin du IVe siècle afin de s'installer plus proche de la mer, à Poles, sur le site moderne de Chionia, proche du port. C'est pendant cette période que le sanctuaire à Chionia fut installé au IVe siècle. Plusieurs siècles plus tard, la conquête de l'île par la famille de Gizides, et ça c'est la distance encore entre les sites. Alors, après la conquête de l'île par la famille de Gizides, qui marquera de nouveau le début des grands travaux de fortification à Xoburgo qui assureront la protection de la population. Les documents qui datent de la période 1207-1390 font référence à Tinos comme le castrum de Tine, une forteresse désormais destinée à protéger ses habitants. On voit aussi des situations parallèles entre l'Antiquité et la période médiévale. Bien que l'étendue exacte de la cité antique d'Exoburgo ne soit pas encore établie, les zones investiguées qui constituent l'objet de cette recherche sont situées autour des pentes sud-est et sud-ouest de l'imposante colline d'Exoburgo. Il s'agit d'une nécropole de la période classique de la parcelle de Vardalakos qui correspond au numéro 1 sur notre écran, un sanctuaire situé à environ 500 mètres au sud-ouest, dédié à Dimiter et situé à l'extérieur de la fortification archaïque, qui est notée avec numéro 2, et enfin un édifice Epsilon, le seul exploré à l'intérieur des fortifications, qui correspond au numéro 3 et date exactement de la période de fortification, fin 6e jusqu'à la fin du 5e siècle. La fortification qui à l'origine entourait la ville d'Exoburgo a été datée à la fin du 6e siècle. Et on voit ici une petite partie de ces remparts qui est fouillée, qui va ici et revient derrière le sanctuaire ici de Dimiter. La fortification est datée à la fin du 6e siècle, d'après un stataire en argent de Lienne, que je vous montre ici sur l'écran, qui fut trouvé près du sol de la fortification. Sa construction a été associée à la menace perse. L'exemple de Tinos vient alors s'ajouter aux autres îles cycladiques qui ont construit des fortifications avant de protéger les nombreuses populations insulaires. La fortification de la période archaïque à Xoburgo a partiellement détruit un lieu de culte plus ancien. On voit aussi les vestiges ici, sous les remparts archaïques. Une opération qui pourrait être associée à la rapidité avec laquelle ces remparts ont dû être construits face au danger de l'invasion perse. Ces trois zones alors, les sanctuaires, l'édifice Epsilon et la nécropole, ont été partiellement fouillés par Nikolaos Kodouléon sous les auspices de la Société archéologique d'Athènes à intervalles irréguliers entre la fin des années 1930 et la fin des années 1950 et systématiquement étudié depuis 1997 par l'Université d'Athènes sous la direction du professeur émérite Notakuru, que je remercie aussi pour l'invitation à étudier une partie du matériel provenant des zones fouillées à Xoburgo et l'opportunité aussi de participer aux fouilles d'Exoburgo depuis déjà 20 ans. Je vous propose ici une petite, la bibliographie la plus pertinente pour notre sujet. Le bois de métier à tisser et la céramique de cuisine représentent des ensembles caractéristiques dans les contextes surtout domestiques, liés à l'économie et pérennité de l'oikos grec, c'est-à-dire les installations domestiques des époques archaïques et classiques. Les petits bois de métier à tisser et les fousailloles en terre cuite servaient à la préparation des fils et au tissage de vêtements et de textiles, une activité traditionnellement réservée aux membres féminins de l'oikos.
Les aspects techniques et technologiques du filage et du tissage ont été largement analysés et traités. Après avoir lavé, démêlé et enroulé la laine sur la quenouille qui ressemble à une tige de bois, la fileuse utilise les fusailloles, fréquemment en terre cuite, sous forme de disques ou de sphères percées au milieu qui sont fichées sur les fuseaux. Elle étire la laine cardée qui sera travaillée entre les doigts de la fileuse pour obtenir un fil plus ou moins épais. L'histoire de fusailloles est donc important car la vitesse de rotation influencera le diamètre du fil. Le tissage se faisait presque exclusivement à l'aide d'un métier à bois de sel. Ces types de métiers, debout, utilisent des points pour tirer vers le bas les fils de la chaîne, les fils verticaux, permettant au tisseur de tisser la trame, les fils horizontaux, afin de créer le tissu. Bien qu'aucun métier à tisser n'a été conservé de l'Antiquité, les sources littéraires et iconographiques, comme le fameux site qu'on voit sur l'écran aujourd'hui à New York, ainsi que les nombreux outils liés au tissage et au filage, découverts en grand nombre sur la majorité des sites grecs et datant de l'âge du bronze jusqu'à l'époque impériale, permettent une recherche approfondie sur les travails du textile. Au-delà de l'économie domestique et les activités liées à l'oikos grec, la présence des points de métier à tisser et des fusailloles dans d'autres contextes reste peu traitée. Leur présence au sanctuaire grec de la période archaïque et classique a été largement associée à la signification symbolique de ces objets, où ils ont été régulièrement interprétés comme des offrandes presque exclusivement des femmes, destinées pour les divinités principalement féminines, Athéna, Héra, Déméter, Aphrodite et occasionnellement Apollon. La dédicace des outils liés à la production textile a été largement perçue comme signe de la compétence féminine des productions artisanales, en plus de l'offrande de vêtements, des textiles et des accessoires d'habillement comme les épingles et les bronzes. Et je vous montre ici un pitos, un grand vase à stockage très impressionnant qui provient de BOC et aujourd'hui aux États-Unis. Et la décoration sur l'école, j'ai mis seulement des images plus larges en zoom, avec des femmes qui portent des textiles ou des robes ou des vêtements à la divinité. C'est un acte d'offrande. Et aussi une petite collection des accessoires de vêtements, d'habillement, des épingles et des bronzes en bronze et en os, des sanctuaires cycladiques, des Kythnos, Naxos et des Spotikos qui sont publiés récemment. Quant aux édifices à caractère public des cités grecques, on ne dispose pas assez de données afin d'adresser ces sujets. Ça veut dire la présence du travail du textile à l'intérieur des bâtiments publics. À Xaubourg, de nombreux points de métier à tisser et des fusailloles ont été recueillis dans chacun des 3 zones fouillées de la cité. Le sanctuaire de Déméter, au sud-est du rempart archaïque, l'édifice Epsilon et la nécropole classique. Au total, 293 points liés à la fabrication des textiles ont été recueillis datant entre la fin du VIe et la fin du IVe siècle. Étonnamment, la plupart entre eux provient du sanctuaire de Déméter. Ces sanctuaires, qu'on voit ici avec les cercles rouges, fouillé par Nicolas Scodoléon dans les années 1950, est composé par des pièces fermées et des espaces ouverts. On peut voir plutôt ici sur les plans topographiques et à droite les phases successives de l'occupation de ces bâtiments. Vous voyez qu'à la fin des 5e siècle, surtout pendant le 4e siècle, on a la plus grande espace occupé par ces sanctuaires.
Codoléon avait proposé une identification de ces bâtiments comme sanctuaires. Il y avait d'autres aussi interprétations, comme une installation domestique, une unité à destination funéraire. Par contre, la présence d'un hôtel, qu'on voit ici, un hôtel en pierre et aussi un escar, ici, ça veut dire un hôtel qui est placé sur le sol et destiné à la culte des héros et des divinités chthoniennes, ne laisse aucun doute sur la fonction rituelle et religieuse de cette installation. La vénération des dignitaires à Xoburgo reste étroitement liée au caractère rural de la population. Parmi d'autres trouvailles, le nombre de personnes trouvées et l'homogénéité des types représentés permettent à suggérer leur regroupement en lots particuliers pour la fabrication de textiles. Malheureusement, nous ne disposons pas que très peu d'informations sur les lieux exacts de découverte de ces points. J'ai mis en couleur les lieux, en fait les indications qu'on a pour les trouvailles de ces maisons. Quelques-uns étaient mentionnés de l'espace 3, où c'est l'hôtel construit, mais la plupart viennent des salles 5. 5.1, 5.2, 5.3 et la salle 6 qui n'est pas encore bien fouillée. Que la salle 5 est connue comme la salle des pitouilles, où certains des pitouilles en relief, des grands vases de stockage, des dimensions monumentales ont été trouvées in situ, avec leurs bases fixées dans des creusements circulaires et peu profondes sur les rochers. Une petite sélection de ces pitouilles est aujourd'hui exposée dans le petit musée archéologique de Tinos, et on voit une sélection aussi ici. Certains de ces vases énormes sont d'une date antérieure de la construction du sanctuaire, datant déjà de la fin du 8e et surtout au 7e siècle. Leur conservation alors de plus que 3 siècles et leur emplacement dans l'édifice du sanctuaire au 5e siècle est impressionnante. Salle 5 semble avoir servi comme une sorte d'entrepôt en réserve, avec des énormes vases à stocker des aliments, probablement des céréales, avoine, bleu, des raisins, l'huile parmi eux. La présence des paysans dans cette salle pourrait alors indiquer que soit les paysans, soit les métiers à tisser étaient également stockés dans le même endroit, sous la protection de la divinité. D'un point de vue typologique, deux types de points de métier à tisser prédominent, les points pyramidaux avec les os plats et les points lenticulaires pensés là où se trouvent les trous de suspension. Une légère variété de formes semble être liée à la nature artisanale de ces objets. La petite taille de la plupart des paysans et également leurs poids, entre 28 et 35 grammes et également entre 36 et 47 grammes, sont compatibles avec les tissages et les tissus très fins, comme ceux qu'on connaît par les sources littéraires et portés par les jeunes filles. Les fousaïoles sont beaucoup moins nombreux, représentant près de 14% du total. La plupart prennent la forme d'un beignet percé au milieu, tandis que d'autres ont une taille plus petite, qu'on voit en haut, ou beaucoup plus grande, probablement en fonction du diamètre du fil produit. Les estampilles de certains de ces points de métier à tisser sont caractéristiques, généralement trouvées par paire près de leur trou de suspension. Une présentation courante de ces estampilles est celle d'une figure féminine représentée vers la gauche, avec une jambe pliée et les deux mains tenant un objet allongé. On dirait qu'elle est en train de préparer le fil. Le sujet est assez original et entièrement lié à la fabrication des textiles. D'autres sont assez usés, comme ça, pour permettre une identification sûre. Ils semblent cependant présenter des figures humaines, le plus souvent les femmes, à genoux ou assises, et des animaux. Un point de métier à tisser ailé, qu'on voit à gauche, est très original. Il n'y a pas de parallèle ni aux Cyclades ni en Grèce continentale. On pourrait bien imaginer les métiers à tisser suspendus à des fils presque invisibles en donnant comme ça l'impression qu'ils volent plutôt que d'être suspendus.
En plus que les estampilles figurées, les graffitis sont rares. Un exemple de Thesmophorion qu'on voit à droite est inscrit avec les lettres Delta et Ita et pourrait signaler la divinité vénérée, Viniter, ou même son origine de fonction publique, Vimotion. Les points de métier à tisser, les fousailloles, sont difficiles à dater, sans contexte archéologique. Il paraît que les mêmes objets n'étaient pas si fragiles et alors ils pouvaient rester en usage depuis longtemps et encore ces objets portaient peu de changements stylistiques. Pourtant, l'homogénéité de leur forme, de leur taille, leurs caractéristiques technologiques, l'argile, la fabrication, la cuisson, pourront être considérées comme preuve de leur contemporanéité. En plus, la similitude avec les ensembles trouvés en relation avec l'édifice Epsilon, que l'on voit ensuite, permettent à les dater à la période classique. Une question reste à adresser. Est-ce que les points de métier à tisser représentent les restes matériels d'une production textile sur place ou ils représentent plutôt les dons symboliques des femmes d'Exorburgo à la divinité vénérée? Si on compare les données qu'on dispose d'Exorburgo aux autres sanctuaires de la même période en Grèce, c'est possible d'argumenter en faveur de la première suggestion, de la fabrication de textiles sur les sites. Au sanctuaire de Déméter et Corée, à Corinthe, les quelques outils trouvés, comme les pesons, les fousailloles, des bobines, ont été associés aux nombreuses figurines en terre cuite, environ 24 000, qui représentaient les jeunes femmes mariées à la quantité de kalathoiskoi, qu'on voit sur la diapositive, qui servaient de paniers pour placer la laine selon l'iconographie grecque. Dans une expression plutôt symbolique, l'offrande des outils du travail du textile aux deux divinités à Corinthe a été discutée par la fouillère Nancy Boukidis comme indicative du passage de la vie des jeunes filles à la vie conjugale et leur nouveau rôle aux activités liées à l'oikos et sa maintenance. Les nombreux fousailloles trouvés au sanctuaire de la Nymphée, au pied de l'acropole d'Athènes, ont été considérés comme étroitement liés au rite du mariage. Les jeunes Athéniennes déposaient ici les vases utilisés pour le bain nuptial, en attendant probablement une belle vie conjugale, la fécondité, l'aide au mariage et l'accouchement. L'offrande des petites fousailloles qu'on voit sur l'écran, finement décorées, a été donc discutée dans le même cadre, un don symbolique du travail de jeunes femmes au sein des rites de passage entre l'enfance et la vie de la femme mariée. Au sanctuaire de Héra, à Pérachora, encore en Péloponnèse, en plus des fousailloles et des pesons en fer, le nombre de petits paniers qu'on voit sur l'écran à gauche, en argile, est impressionnant. Plus que 1000 paniers de petites dimensions et aussi les miniatures qui datent entre le 8e et 6e siècle. L'iconographie et les textes nous informent que les paniers de ce type servaient comme conteneurs de la laine pendant le filage et ainsi ils sont régulièrement représentés au pied des femmes dans les scènes du travail de textile qu'on voit aussi ici sur cette épinetron attique. Parmi les votifs au sanctuaire, un plat assez fragmentaire qu'on voit ici à droite présente une jeune femme debout en préparant les fils à l'aide d'un fousaillole. On peut ainsi distinguer un schéma répétitif dans l'offrande surtout des fousailloles, en plus des paniers miniatures et d'accessoires d'habillement, tous liés au rite de passage et la vie de jeunes femmes mariées au sein des Loïkos et la cité grecque. Pourtant, les données qu'on dispose pour associer les lieux de travail du textile avec les sanctuaires grecs sont assez fragmentaires. Ces petites cruches provenant du sanctuaire d'Artémis à Érythrée représentent au moins 2 tisseuses devant le métier à tisser verticaux qui sont très schématiquement représentés. L'image reste exceptionnelle pour cette période, c'est-à-dire pour le début du 7e siècle.
Selon Sandrine Hubert, nous pourrions interpréter la scène comme la confection du peuplos sacré pour la déesse Artémis à l'occasion de sa fête religieuse. La confection des robes et des textiles afin d'être offerte à la divinité vénérée pendant sa fête religieuse est rarement mentionnée en sources littéraires. À Athènes, le tissage du peuplos, de vêtements sacrés pour les xoanon, pour les statues d'Athéna Polias, était assigné à un petit groupe de jeunes filles athéniennes connues comme ergastines. Ce travail se déroulait sur l'acropole. Même si les sources qu'on dispose manquent les détails, le travail de tissage du peuplos semble avoir effectué entièrement à l'acropole comme encore un rite de passage pour les jeunes filles. Selon Pausanias, le tissage du célèbre chiton de la robe offerte à Apollon, à son sanctuaire à Myclès à Sparte, était préparé à un autre sanctuaire, celui d'Hilarie et Phébé. Les jeunes filles qui sont mentionnées comme prêtresses au sanctuaire, les Léphipides, étaient probablement chargées de tissage. Ces témoignages, même plus récents que la période qu'on traite ici, représentent un rare cas de l'emplacement exact du travail du tissage des vêtements sacrés à l'intérieur d'un sanctuaire. Au contraire des sanctuaires grecs, les données archéologiques qu'on dispose des sanctuaires italiotes sur ce sujet sont nombreuses. Et le travail du textile a été discuté au sein des sanctuaires de la déesse Aeste à Padua, de Timpone de la Mota en Calabre, Hera à Paestum, parmi autres. Le cas du bâtiment carré qu'on voit ici, au sanctuaire de Hera à Paestum, a largement servi comme point de référence pour la discussion de la production textile au sein des sanctuaires archaïques et classiques. Grâce au nombre de personnes, autour de 300, à l'homogénéité de leurs formes, leurs points, leur disposition spatiale à l'intérieur du bâtiment carré, les fouilleurs ont pu reconstituer l'emplacement des métiers à tisser à l'intérieur. Par ailleurs, la présence de fousailloles et d'outils divers montre que les étapes successives du travail des textiles ont lieu dans le même espace pendant les deux phases d'occupation du bâtiment. Et on voit ici les plans de ces bâtiments et cette reconstruction tentative est plutôt hypothétique, comment s'arranger tous les travaux du textile, mais aussi la préparation de la nourriture et d'autres travaux qui se déroulaient à l'intérieur du bâtiment carré. Alors Giovanna Greco et plus récemment Bianca Ferrara et Francesco Meo ont associé ces bâtiments carrés avec la résidence et le travail des femmes. Il s'agissait probablement aussi du lieu de préparation du peuplos sacré, de la robe sacrée offerte à la déesse et peut-être de certaines des peuploi, des robes de mariage pour les jeunes filles de cette région. Même si on ne peut pas associer le travail du textile avec un espace spécifique pour le travail pour le cas d'Exoburgo, la quantité de personnes liées au travail du textile du sanctuaire des dignitaires nous permet de suggérer l'emplacement de la production textile au sein du sanctuaire. Ce travail pourrait également avoir servi à l'initiation de filles à l'art du textile et ainsi à leur rôle et devoir au sein de l'oikos et la cité. Il est à regretter que les produits finaux de cette activité ne sont pas conservés. En plus du sanctuaire des dignitaires, la présence des outils de la production textile à l'édifice Epsilon manifeste l'importance de cette production artisanale pour la cité d'Exoburgo. Lisa, t'as le chargeur? Le plan de ce bâtiment n'est pas très clair, je vous montre ici une photo, ni sa fonction dans la cité d'Exoburgo. L'identification, au moins de 2 plaques de lotissement qu'on voit sur l'écran, l'identification au moins de 2 plaques de lotissement de bronze dans les fouilles de ce bâtiment a été interprétée en fonction avec son caractère public, peut-être en britannique.
La partie fouillée de cet édifice est composée par 3 pièces qu'on voit ici plus clairement. Et une zone dallée, des grandes dalles de schiste qui communiquent avec un canal d'évacuation. On voit ici cette zone dallée et le canal d'évacuation est ici. Et peut-être si je vais en arrière, on voit ici cette zone dallée et ici c'est ce canal d'évacuation de l'eau. À l'intérieur, ici, on a ceux qui sont marqués avec E1, 2 et 3, c'est la place des énormes pitoys, des vases de stockage qui étaient trouvés in situ. Ça veut dire qu'on les trouvait, les bases étaient trouvées déjà dans les creusements sur la roche et tous les fragments étaient décomposés et brisés en dessous. Alors on a presque les vases entiers dans les 3 places ici. Ces 3 vases ne sont pas contemporaines. On peut dater l'épithos 1 et l'épithos 2, l'épithos 3 de la phase originale de ce bâtiment, ça veut dire à la fin du VIe siècle, et l'épithos 2 de la deuxième phase d'occupation, quelques moments pendant le 5e siècle. Dans les mêmes pièces et à proximité de ces vases de stockage, on était trouvé 63 points de métier à tisser et 11 fousailloles que je marquais leur emplacement, leur répartition spatiale dans les chambres, dans les salles de ces bâtiments. Sur la base alors de leur répartition spatiale, c'est possible de suggérer que les métiers à tisser étaient rangés à l'intérieur de ces 2 pièces, probablement appuyés contre les murs. Et se sont tous trouvés vraiment à côté des restes des murs. D'un point de vue typologique, on trouve les mêmes types envisagés pour les thesmophorions, les points pyramidaux avec les os plats et les points léticulaires. Si on compare les groupes de tessons du sanctuaire de Déméter et ceux de l'édifice Epsilon, on peut constater une différence apparente sur les points qui doit être directement liée au tissu produit, extrêmement fine pour les cas du sanctuaire et d'un passer moyen pour l'édifice Epsilon. Selon les sources littéraires, les métiers à tisser verticaux étaient parmi les mobiliers mobiles de l'oikos, et ainsi le filage et le tissage auraient pu être effectués dans n'importe quelle pièce, éventuellement en contact direct avec un espace ouvert ou un patio, afin d'assurer une bonne ventilation et l'éclairage adéquat des pièces. La scène qui décore un petit aribal corinthienne, que je vous montre ici le dessin, illustre les jeunes femmes devant les métiers à tisser verticaux. Un étagère avec la vaisselle de cuisine qui se distingue à gauche de la scène définit un espace de travail, de plusieurs travaux en fait en même temps. Les istéons, les métiers à tisser et aussi la chambre où se déroulait le tissage, ne semble pas avoir été une pièce exclusivement consacrée au tissage et pourrait servir aux autres activités liées au monde féminin. En plus, il semble que, comme les métiers à tisser étaient fabriqués en bois et ainsi assez légers, c'était facile de les déplacer pendant les périodes de l'année qui n'étaient pas utilisées afin de gagner la place. On apprend par les sources littéraires, par exemple, que Pénélope avait installé son atelier à tisser à l'étage supérieur du palais d'Ulysse à Ithaque, Andromaque tissait dans une pièce à proximité de la salle des banquets, dans le palais de Priam, et Ménandre, un auteur comique grec qui a vécu à la deuxième moitié du IVe siècle, offre dans son œuvre Samia, ou La femme de Samos, une vue assez détaillée de l'organisation intérieure de la maison de Viméas, un Athénien très riche qui possédait une maison à 2 étages. Les istéons, alors, se trouvaient au rez-de-chaussée, représentant plutôt une sorte de passage entre les escaliers qui menaient au premier étage et la cave qui donnait accès aux cours où les femmes pouvaient éventuellement travailler pendant les journées plus chaudes de l'été.
C'est possible donc à supposer, selon la répartition spatiale des besoins à l'intérieur de l'édifice epsilon, que le métier à tisser était stocké ici et que le travail de tissage se déroulait à proximité. De l'autre côté, même si la forme architecturale de cet édifice n'est pas claire, il semble également possible de placer le travail du textile à un étage supérieur, une suggestion faite pour d'autres cas, comme l'exemple de Tripitos à Cythia, en Crète. En ce qui concerne les édifices Epsilon d'Exoburgo, sa fonction comme prytanée, comme un bâtiment public, reste hypothétique et faiblement supportée par les données archéologiques. De l'autre côté, les 3 grandes pitoi qui étaient trouvées dans les pièces, la céramique fine en vernis noir et figures rouges recueillies pendant les fouilles, les vases importés et encore les aménagements comme la zone d'allée, le canal d'évacuation illustrent un caractère distinctif de cet édifice qui se trouve à peu de distance de l'entrée du rempart archaïque. Si on assume qu'une fonction de prytanée date de la deuxième moitié du IVe siècle, selon les plaques de lotissement qu'on a vues, c'est possible que cet édifice eut un caractère communal déjà depuis le début, c'est-à-dire la fin du VIe siècle. Les édifices en fonction communale, aux Cyclades, sont très peu traités dans la recherche et il n'y a pas assez de temps ici pour lancer une discussion sur ce sujet. Pourtant, c'est important à noter que la production textile n'est pas attestée en sources littéraires et épigraphiques parmi les activités qui se déroulaient aux édifices à caractère public ou communal de la cité. D'autre côté, pendant le IVe siècle, à Athènes, un certain nombre de femmes, connues comme thalassiouries, qui travaillaient à la production textile, est mentionné. Malheureusement, leur implication aux étapes successives de la production textile n'est pas précisée, ni les lieux de leur travail. Il reste probable que les artisans professionnels, soit d'hommes ou de femmes, engagés directement par la cité, étaient impliqués à la production de textiles de valeur, d'autres qualités, richement décorés, et qui sont utilisés par les représentants de la cité ou faits pour être offerts aux représentants d'autres cités ou même vendus au marché. Même si les données archéologiques ne peuvent pas offrir une approche décisive sur cette question, la vue d'une petite cité insulaire comme la polis, Axoburgo, permet des perspectives plus variées et mieux adaptées à l'économie locale. En dépit des espaces fermés et bien définis de la cité classique, la présence de points de métier à tisser et les fousailloles dans la zone de la nécropole classique semble plutôt occasionnelle, liée plutôt aux activités qui se déroulaient sur cette zone. La nécropole se développe des deux côtés d'une route étroite, qu'on voit ici. Je notais la route avec ses couleurs jaunes, qui menait de la zone fortifiée de la ville à la campagne d'Exoburgo. La distance exacte entre la nécropole et l'entrée à la ville reste une question à définir. Les groupes de tombes ont été fouillés au sud de cette route principale, tandis qu'au nord, un certain nombre de constructions basses se développent le long des parois sud et est d'un long édifice Z qui mesure presque 23 mètres de longueur et qui domine cette partie de la nécropole. Nous pouvons tout de suite remarquer l'absence presque totale des fousailloles, et ici la répartition des points. On peut remarquer l'absence presque totale des fousailloles et la quantité assez importante de ces poids assez lourds. Ici, c'est une sélection de ces poids lourds qui pèsent entre 193 et 546 grammes. Ils représentent 30% du matériel qui était trouvé à la nécropole et qui est très élevé en comparaison avec les découvertes du sanctuaire et du bâtiment Epsilon, où dans ces espaces, ces points ne dépassent pas les 7 et les 4% respectivement. Leur fonction exacte n'est pas claire.
Comme pour les restes des petits points de métiers à tisser, trouvés principalement dans les couches de remplissage de la nécropole, et alors aucun point de métier à tisser n'était pas trouvé à l'intérieur des tombes. Il ne servait pas alors des offrandes funéraires. En revanche, une quantité importante a été trouvée sur et autour ces constructions basses, et ici, on les voit ici, toutes ces constructions carrées et rectangulaires, le long des murs de l'édifice Zita, et quelques-uns sont ici aussi. Alors, on peut imaginer qu'il y avait une utilité, un aspect pratique pendant les rituels qui se déroulaient à la nécropole. Si en plus on considère les vents nord vraiment très puissants, qui domine la plupart du temps sur Xoburgo, l'utilisation de ces pigeons devrait être certainement nécessaire. On va rester sur les fouilles de la nécropole, qui est encore en cours, et sa superficie n'est pas connue, comme elle semble s'étendre vers toutes les directions. On a seulement fouillé une petite partie de ces constructions avec les bâtiments et les tombes. Dans la partie sud, ce sont 21 tombes qui étaient fouillées, les tombes d'adultes, des tombes d'enfants et de types variés. La partie nord est beaucoup plus difficile à interpréter, comme elle présente des différentes phases d'occupation avec des activités diverses, surtout artisanales et rituelles. Notre intérêt porte alors sur les grandes quantités de céramique commune et la céramique de cuisine trouvées autour des constructions en schiste, en partie à l'intérieur de l'édifice Z. Typiquement trouvée dans les contextes domestiques, cette catégorie de céramique commune et culinaire est rarement trouvée en grande quantité dans les contextes funéraires de la période archaïque et classique. Pourtant, ce type de céramique pleine et pas décorée est presque exclusivement déposé à la partie nord de la nécropole de Xoburgo. Ces zones a livré des assemblages de céramique plutôt homogènes. Cela signifie que les formes presque entières peuvent être reconstruites à partir du matériel fragmentaire recueilli, ce qui indique que les pots ont été brisés intentionnellement sur et autour la plupart des constructions, probablement après la réalisation des activités rituelles. J'ai sélectionné ici des types simplement pour voir la céramique, les formes entières, comme on va parler plutôt pour la céramique fragmentaire ensuite. Alors les mortiers, les petits casseroles ici, les lopas, les poêles ici et les marmites, les chitres et les supports utilisés pour tenir les marmites ou d'autres formes sur le feu. Et seulement une référence de la littérature classique qui donne exactement les noms de ces formes qui les associent à la cuisine et la service manipulé par les femmes. Alors, sur le plan topographique de la partie nord de la nécropole, on va discuter aujourd'hui seulement quelques constructions que j'ai notées ici en rouge et numérotées. 42, 10, 37, 52 et 51. Et on va commencer par 51 qui limite, on peut dire, cet espace devant les longs bâtiments, devant au sud du long bâtiment. Et on voit ici
On a commencé à fouiller cette partie de cette construction, 51, et après on a trouvé la continuité. Il paraît qu'il y avait des ajouts pendant des différentes périodes et peut-être il y avait des différentes fonctions pendant des différentes périodes parce que tous les matériels céramiques étaient vraiment ramassés ici devant la partie plus est de cette construction. Et on voit pendant les fouilles qu'est-ce que ça donne. Plein de tessons céramiques qui étaient en fait laissés sur place comme un grand dépôt. Mais comme on a commencé à fouiller ça pour continuer avec la nécropole, je vais vous montrer simplement les grands nombres de céramiques qui étaient recueillis autour et sur ces constructions en pierre. Vous voyez ici des centaines de tessons qu'on devrait ramasser, laver, cataloguer, après traiter et recoller afin d'avoir des formes plus ou moins entières. Et je vous montre ici quelques pots de céramique qu'on peut avoir, qu'on peut reconstituer. Alors ça veut dire que tous ces petits tessons sont pas là par hasard, mais constitués des pots entiers qui étaient brisés sur place et laissés sur place. Et les nombres, en fait, la quantité de la céramique de cuisine qui était ramassée de cette zone de la nécropole est impressionnante. On a calculé seulement pour la construction 51 que je vais vous montrer, on a calculé 7003 tessons qui donnent 767 vases, un nombre minimum de vases culinaires et 246 tessons de céramique fine qui donnent seulement 13 vases. Alors la différence des types de céramique qu'on trouve sur ces constructions est impressionnante. Et c'est la même chose, je vais passer en vitesse la construction 42 et vous voyez les tessons et d'après la première traitement de ces tessons, on pouvait déjà recoller des vases presque entiers et la même chose sur la construction 10, vous voyez comment ça rassemblait pendant les fouilles des centaines de tessons qui étaient vraiment laissés là. Et la construction 37. Alors, dans toutes ces constructions, on voit les types qui se répètent. Alors, on a en grande quantité, mais très peu de types de céramique qui sont représentés et qui ce sont surtout les vases pour préparer les aliments. Ça veut dire les casseroles, ce qu'on appelle l'opas. Et je vous montre une sélection à gauche d'Exoburgo et la sélection de la même forme en attique. Ça date de la fin de la seconde moitié, de la deuxième moitié du 5e siècle et le 4e siècle. Les types ne changent pas beaucoup, alors c'est difficile de les dater exactement, mais il y a un grand répertoire, on va dire, de l'opas atinos. La plupart est accompagné par un couvercle, mais pas tous. Alors, ça veut dire qu'il y avait quelques-uns qui étaient couverts et d'autres qui étaient ouverts. Et vous pouvez déjà remarquer que les formes attiques sont un peu différentes et que les formes téniotes sont plutôt arrondies en bas. Alors, c'est pas pour être posé sur les tables, mais probablement pour être tenu à la main. Et les lopas, ces types de casseroles, c'est vraiment très caractéristique à Tinos et se retrouve dans tous les contextes. Je vous montre ici seulement 3 constructions qu'on a calculées parmi les autres. Qui se retrouvaient constamment à un pourcentage très haut qui correspond à 60 ou 65% du total de la céramique ramassée de ces constructions.
Un autre type, c'est la marmite, la chytra, et comme tous les exemples téniotes sont très fragmentaires, j'ai mis aussi les formes attiques à droite. Les formes téniotes ne sont pas exactement comme celles d'Athènes, mais ils sont plus proches des peaux des Thasos pendant cette période. Ça ressemble beaucoup. Et il y a un rapport entre Thasos et Tinos par rapport à la céramique très proche, pas seulement pour les marmites, mais pour d'autres formes aussi. Une autre forme, la troisième forme, c'est les bassins, les lekane. Et je mis plutôt les formes téniotes et aussi une forme entière d'Athènes pour comparer. Ce qui est caractéristique pour les matériels de Tinos, c'est qu'ils sont tous faits dans cette argile très caractéristique téniote et ça manque complètement les formes qui sont décorées avec des bandes noires qu'on retrouve toujours à Athènes. Alors ça veut dire que tous suivent la mode attique, mais reprend en fait des caractéristiques de la production locale. Ces trois types, les casseroles, les marmites et les bassins, représentent les 80% des formes représentées dans les assemblages céramiques. Et après, on a d'autres petites vases qui se retrouvent occasionnellement, comme les plats ou les hydries. Les fragmentaires, c'est surtout des Tinos et l'entier, simplement pour voir la forme viande attique. Aussi des couvercles très caractéristiques par rapport à ces poignées ici, moulées, qui se retrouvent pas seulement à Xobourgo, mais aussi dans les sanctuaires de Kionia. Alors on voit une tradition céramique ici, elle est parallèle attique. C'est très bizarre qu'on retrouve des céramiques de type comme ça, et aussi des mortiers. Ça veut dire qui passait quelque chose sur ces constructions, qui écrasait les graines, il préparait la nourriture. Alors il y avait pas seulement les dépôts de la céramique, mais aussi les préparations des nourritures et des aliments sur place. Et ça, ce sont des mortiers fragmentaires et un mortier entier d'Athènes. Et aussi les bas des pitoi, de ces grands vases à stocker, qui étaient coupés et réutilisés parce qu'on a les traces d'usage à l'intérieur, à la surface intérieure. Alors ça veut dire que peut-être ça c'était aussi utilisé comme des mortiers pour écraser quelque chose à l'intérieur. Et à la fin, on a des supports. Et ça, c'est un support des Thasos. Alors, on doit imaginer les supports des Tinos dans la même, comme les mêmes types, les types similaires, qui datent surtout du IVe siècle, fin 5e et au IVe siècle. Et alors, ça veut dire pour avoir des supports qui sont pas vraiment brûlés, alors c'était pas utilisé pour cuisiner, mais probablement posé sur cette construction, afin de présenter d'autres vases ou de stabiliser d'autres vases qui étaient utilisés. Ce qui est impressionnant en Tinos, c'est qu'en dehors de ces quantités de céramique culinaire, on n'a pas vraiment de céramique fine de ces constructions en schiste. Il y a seulement quelques types, surtout des cantaroi et des schiphoi, très fragmentaires ici, et les formes entières d'Athènes. Qui se date surtout au IVe siècle et, à mon avis, n'était pas utilisé pour boire sur les sites, mais plutôt pour verser les aliments comme pendant des boissons pendant les fêtes sur place. Et la quantité de ces petites vases est vraiment petite, ça dépasse pas les 4% du matériel. Alors ça veut dire qu'on peut pas imaginer que tous les participants avaient un pot à boire. Alors si on peut pas lier
cette fonction à ces vases, ça veut dire que c'était utilisé différemment, peut-être pour verser des liquides sur les constructions pour les rites funéraires. Si on compare ces assemblages céramiques avec d'autres, d'Attique par exemple, des contextes domestiques, on voit que ces contextes domestiques sont vraiment beaucoup plus variés par rapport aux types représentés. Mais à Tinos, on a vraiment très peu de types de céramique. Ça que je vous ai montré, ça veut dire qu'ils servaient bien les rituels qui se déroulaient sur cette construction. En plus, on a des différences entre les pourcentages de ces types. Par exemple, à Athènes, le vase qui est répandu plus souvent, c'est la hydra, c'est la marmite, mais à Tinos, c'est la lopas, c'est la petite casserole. Alors, ça veut dire que la manière dont ces vases étaient utilisés est plutôt différent de ce qu'on trouve à Attique. Si on commence à penser les contextes funéraires afin de comparer les cas de Tinos, on peut trouver quelques de petits assemblages de céramique de cuisine qui sont liés aux monuments funéraires, surtout à Athènes. Et en Attique, on voit l'enclos funéraire de Phanocrates à Rhamnos, et cet assemblage de céramique de cuisine et de la céramique commune qui était trouvé dans les petites fosses à feu à l'intérieur de l'enclos funéraire sur les tombes qui étaient limitées. La même, c'est pour les céramiques d'Athènes. On trouve la céramique brisée et laissée sur place dans l'enclos funéraire de Dionysios de Kolytos. Et cet ensemble, c'est pas publié, mais on peut déjà distinguer les mêmes types qu'on trouve à Tinos, et c'est plus ou moins de la même période. Plus récemment, les fouilles de la service archéologique en Attique a aussi relevé de petits assemblages de la céramique culinaire et commune en association de petites fosses à feu à l'intérieur des grandes nécropoles au sud de l'Attique. Une grande différence avec le cas de Tinos, c'est qu'à Tinos, ces vases n'étaient pas brisés sur les tombes ou dans les fosses à feu, mais sur et autour les constructions en schiste. Alors, ça veut dire qu'il y avait des constructions, et ça donne une formalité, on peut dire, dans les rituels. Il y avait un espace réservé pour ces rituels. Même si on retrouve des constructions en schiste comme ça dans les nécropoles, en Attique, mais aussi dans la Grèce du Nord, on n'a pas vraiment de cas où des constructions comme ça étaient utilisées comme temple d'offrande pendant les 5e et 4e siècles pour les rituels en fait qui passaient à côté de la nécropole. On peut imaginer que ces constructions fonctionnaient comme les centres des rituels, et pendant les fouilles de Codoléon en 1950, mais aussi pendant les fouilles plus récentes, plusieurs monuments funéraires en marbre étaient trouvés, malheureusement hors contexte, mais dans la zone de la nécropole, qui montre en fait la richesse des communautés qui habitaient dans cette région. Alors, on a des monuments funéraires, on a un espace réservé pour les rituels, on a des énormes quantités de céramique culinaire qui est brisée sur place, et on a un
très stricte distinction au matériel qu'on trouve autour des tombes, ça veut dire à la zone sud de la nécropole. On retrouve plutôt la céramique importée, fine, à vernis noir ou à figure rouge, très très fragmentaire. Vous voyez ici l'état qu'on retrouve cette céramique. Et alors ça veut dire que la différence entre les matériels trouvés au sud et au nord de cette nécropole pouvait nous indiquer des différences de rituels, peut-être des rituels privés par la famille et les proches du défunt qui se déroulaient autour des tombes après les funérailles et les rites communaux officiels qui se déroulaient devant ces longs bâtiments dans la zone nord de la nécropole. Alors ça veut dire qu'on doit penser que pendant l'année, pendant les fêtes officielles et religieuses de la cité, à Xobogo, certains jours seraient adressés à honorer les morts par toute la communauté et pas par famille, par les familles. On connaît que les offrandes vers les morts, on connaît par les sources littéraires, l'iconographie qu'on voit ici et aussi les inscriptions, que les familles et les proches, parmi les obligations, étaient d'offrir de petits dons ou des aliments aux morts après les funérailles et pendant l'année. Mais avoir des fêtes officielles pendant l'année, c'est quelque chose de différent. Et c'est très difficile en fait d'associer les restes matériels avec les sources littéraires où on a, parce qu'on connaît, la plupart qu'on connaît, c'est pour Athènes et pas pour les autres régions. À Athènes, et également en site ionienne, comme celle de Tinos, la fête des Chytri faisait partie de la fête des Anthestéries. À la fin février ou début mars, selon les auteurs, à 11 du mois Anthestérion, les Athéniennes fêtaient les Anthestéries qui se composaient de 3 parties distinctes. L'ouverture des grandes pitoi qui contenaient les vins nouveaux, un concours de boissons qui impliquait la consommation et aussi les chytri, une fête qui impliquait la consommation d'une bouillie bien spécifique à la base de l'eau, des céréales et du miel. Les récipients qui contenaient cette préparation étaient offerts à Hermès Chthonios pour célébrer son rôle de psychopobos, c'est-à-dire qui accompagnait les morts pendant les transitions au-delà. Cette consommation de cette bouillie à Athènes faisait référence à une tradition mythique, collective, fournissait ainsi un cadre spécifique pour les rituels. Cette fête des panspermies reste inextricablement liée au cercle éternel de la vie, à la fertilité et la fécondité de la terre. Dans l'iconographie antique de la période classique, on peut identifier des images qui font référence à la préparation des aliments, comme on voit sur l'écran, mais leur caractère reste assez générique et ne permet pas d'association précise. Il semble logique alors d'associer les données archéologiques de la nécropole d'Exobogo aux activités rituelles qui se déroulaient dans la zone de la nécropole et consistaient de la préparation et consommation des aliments autour de ces constructions en pierre. La grande quantité de peaux brisées et laissées sur cette zone semble confirmer une telle tentative de reconstruction des rites qui s'est répétée pendant plus qu'un siècle là. De l'autre côté, il reste encore difficile de proposer une occasion religieuse particulière pour cette activité, même si une fête de panspermie semble probable, à l'absence de sources littéraires et de documents épigraphiques, c'est difficile d'aller plus loin dans cette réflexion. Le rôle important des femmes dans les préparations discutées doit être noté. Le travail du textile et encore la préparation des aliments placent les femmes au centre de ces activités présentées brièvement ici.
Malgré le caractère modeste des productions artisanales, les paysans, la céramique commune et culinaire, leur étude dans les contextes variés de la cité archaïque et classique offre de nouvelles pistes de réflexion sur les activités rituelles et religieuses et leur association aux espaces publics et sacrés de cette petite cité cycladique sur Xoburgos, Athénos. Merci beaucoup pour votre attention.